Bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis Mathieu Parfait, je suis en charge de la RSE pour Diam. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, très bien. Ok, super. Et ben c'est parti alors. Alors si jamais il y a des gens qui ne connaissaient pas Diam, je vous fais deux petits mots sur qui on est avant de rentrer dans le vif du sujet. On est avant tout une équipe multiculturelle. On a 2400 dans le monde, dans 20 pays. Euh, et les activités de Diam sont autour du magasin, du retail, depuis le conseil, la conception, le design, l'installation, la fabrication des PLV, le monitoring de la performance des PLV et aussi le recyclage en fin de vie. Je vous en donnerai un autre petit mot derrière. Et le type de produit que nous faisons, donc ça peut être soit des concepts complets, du conseil de concept complet, là par exemple le flagship de l'Occitane, des magasins store-in-store ou des magasins en travel retail, des PLV, des gondoles, des PLV de comptoir, des glorifiers, et aussi on fait des barrettes avec beaucoup d'intégration de digital. On est aussi présent dans le pack avec de l'impression numérique et des mallettes très haut de gamme pour des présentoirs, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est très rapidement qui est Diam. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui est autour de la RSE. Et alors la philosophie qu'on a sur la RSE, c'est vraiment de faire ça au cœur de notre métier, parce que c'est là que sont nos impacts et c'est aussi là qu'est notre capacité à évoluer, à proposer des solutions et donc à changer les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et je pense que voilà, un bon nombre d'entre nous ont des enfants, en tout cas ceux qui on souhaite qu'ils grandissent dans un monde qui soit souhaitable. Donc c'est une perspective éthique et de long terme, bien évidemment, mais c'est aussi une perspective bien comprise de responsabilité auprès de nos clients qui sont de plus en plus demandeurs sur ces sujets-là et qui s'engagent eux-mêmes. Donc il faut qu'on les suive dans cet engagement et qu'on leur propose des solutions pour respecter leur propre engagement. Mais si nous, on voit des belles PLV comme ça, et ça nous fait penser à tout le savoir-faire qui est mis dans ces PLV, les clients de nos clients, les consommateurs finaux, imaginent peut-être ce genre de choses en fait. Ça, c'est une plage de Bali. C'est le genre de choses qui nous fait tous mal au cœur et qu'on veut plus voir. Et c'est là qu'on se dit, ben voilà, bien sûr, nous, on a des produits, vous l'avez vu, qui sont multimatériaux, qui ont du bois, du métal, mais aussi du plastique en effet. Le plastique aujourd'hui est beaucoup mis en avant, comme vous avez pu le voir dans la présentation précédente. Il faut qu'on puisse proposer des solutions et répondre aux clients sur des faits pour leur dire où est-ce qu'on en est. Alors ça demande une approche complète de la RSE qui est sur la conformité réglementaire, la partie sociale et la partie environnement. Je ne vais bien sûr pas développer tout ça et on va aller directement sur l'environnement, mais je vous dis deux mots de les reconnaissances externes qu'on a pu avoir. Alors, Diam est labellisé Eco-Popeye, c'est-à-dire que notre démarche d'éco-conception est validée par ce standard. On est aussi noté par EcoVadis où on est Gold avec 70%. On est noté par le CDP où on est B sur le changement climatique et A- en supply chain. Et on s'est engagé sur la trajectoire 1,5 degré avec Science Based Targets. Et notre objectif a été validé par Science Based Targets. On fait partie des 400 premières entreprises mondiales à avoir été validées sur cet objectif-là. Alors, comment on avance pour l'environnement? D'abord, on fait le boulot en interne, c'est-à-dire dans nos usines. On est passé massivement à l'électricité renouvelable. On a plus de 90% de notre électricité qui vient de sources renouvelables. Ça, c'est une photo de notre usine au Brésil. Et on fait des efforts d'efficacité énergétique, etc. Mais les usines, c'est une part très faible en fait de notre impact environnemental. Et notre impact, il vient dans les produits. Je vous en dirai un autre mot juste après. Et donc, en fait, on a tous ce prisme de ne pas savoir en fait d'où vient l'impact environnemental. Et notre intuition est souvent mauvaise conseillère en matière environnementale. Par exemple, si je vous prends cette bouteille et qu'on faisait un sondage pour essayer de savoir, d'après vous,
quel est l'impact environnemental majeur de cette bouteille, enfin de cette boisson, plutôt, on va dire ça comme ça. La plupart d'entre vous, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, la plupart d'entre vous diraient probablement c'est le transport de la bouteille, c'est le plastique et la bouteille en elle-même, c'est la boisson qui est dedans. Et en fait, la plupart des gens, quand ils en ont la possibilité, ils boivent leur coca frais. Et donc, ces bouteilles de coca passent un certain nombre d'heures, voire de jours, dans des frigos. Et c'est la consommation électrique des frigos pour la réfrigération qui est l'impact majeur sur le cycle de vie complet d'une bouteille. Je vous parle bien sûr en mode typique, mais c'est ce que des études ressortent. Donc, généralement, notre intuition est mauvaise conseillère, ce qui fait qu'on se concentre sur la partie émergée de l'iceberg. Et pour pouvoir vraiment taper dans les vrais impacts et faire de la vraie éco-conception, il faut aller creuser de manière scientifique. Et la manière de le faire, on peut faire soit une approche globale, désolé pour le franglais, mais top-down, qui est par exemple notre bilan carbone, soit une approche que je vais vous développer ensuite, qui est l'analyse de cycle de vie. L'approche top-down, là, c'est ce que vous voyez, c'est l'empreinte l'empreinte carbone de Diam, c'est son bilan carbone global. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les usines, en fait, ce qu'on appelle l'impact direct, scope 1 et 2, les usines, c'est 2%. Il y a un petit peu là-dedans dans Others, mais bon, bref, c'est moins de 5% de notre impact carbone global. Tout le reste, c'est le produit. Et notamment avec deux éléments principaux qui sont la matière première, tous les métaux, les bois, les plastiques que l'on achète, que l'on transporte pour amener chez nous, et quelque part ce qui se passe en fin de vie. Et un autre gros élément, c'est l'usage en magasin. Donc en fait, c'est la consommation électrique des écrans et des luminaires qui sont associés à nos produits et qui, pendant la durée de vie des produits, donc parfois 5-6 ans en magasin, vont consommer de l'électricité et donc vont demander une génération d'électricité qui va émettre des gaz à effet de serre. Mais ça nous donne l'image globale. Et pour aller plus en profondeur sur l'éco-conception, il faut aller sur l'analyse de cycle de vie. Donc, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait nous. Et l'analyse de cycle de vie, la façon dont elle réfléchit, c'est que, comme son nom l'indique, elle prend le cycle complet du produit. C'est plus difficile que de ne regarder que la phase de production, mais comme vous l'avez vu, la phase de production est en fait minime. Donc si on ne se concentre que sur la matière première et la production, on rate une grande partie de l'impact environnemental. Donc il faut regarder production, transport, bien évidemment, utilisation, fin de vie. Et là, on peut être plus pertinent. Et en plus, on regarde tous les facteurs d'impact environnementaux, pas seulement le changement climatique, qui bien sûr est primordial, mais il faut aussi pouvoir éviter des transferts de pollution. Par exemple, on a été très bon sur le transport, on l'a réduit, mais en fait, on a mis un transfert de pollution vers la phase d'usage ou vers la fin de vie, ou alors on a été très bon sur le carbone, mais en faisant une réaction chimique qui est très mauvaise, qui en fait est très mauvaise pour la santé humaine. Donc ça, on essaye de tout prendre en compte, et c'est ce que nous demande l'analyse de cycle de vie dans son standard ISO. Ce qu'on se permet, nous, dans notre secteur de la PLV, parce qu'on a un secteur qui va très vite, qui a besoin d'être réactif, et on a besoin de simplicité pour pour prendre nos décisions. Donc, ce qu'on se permet, c'est de faire des agrégations de ces 15 indicateurs environnementaux en 5 sous-indicateurs qui sont le changement climatique, l'impact sur la santé humaine, l'eau, la raréfaction des ressources minières et la biodiversité. Et on se permet aussi de les agréger avec une méthode qui est reconnue scientifiquement, qui est publiée, qui s'appelle les limites de la planète, qui nous donne un point, qui nous donne un indicateur unique qui nous permet de donc rapidement prendre tout en compte, mais en sachant plus facilement si une alternative, quelle branche de l'alternative est la meilleure. Si vous avez un produit A qui a sur 10 critères qui est meilleur que le produit B, mais sur les 5 autres critères, c'est le produit B qui est meilleur, vous êtes incapable de décider lequel est meilleur entre le produit A et le produit B. Alors que là, avec cette méthode de normalisation et d'agrégation, on est capable de dire, en fait, le produit A
a 20% de points de plus que le produit B, et donc il est plus impactant que le produit B. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre façon de faire. La façon dont ça se passe, c'est qu'on ne fait pas la méthode analyse de cycle de vie complète qui prend 6 mois avec revue par des experts externes, etc. Parce qu'encore une fois, on doit aller vite dans notre secteur de la PLV et du retail. Donc ce qu'on fait, c'est des analyses cycle de vie screening qu'on fait en interne. On s'est fait aider par un cabinet de conseil en amont pour s'assurer que notre méthode était conforme aux standards les plus élevés et aux recommandations de l'Union européenne, la méthode PEF, etc. On a pris les bases de données les plus reconnues sur le marché, à savoir EcoInvent, et ces experts nous ont donné cette méthodologie. Mais en fait, pour aller vite, on a intégré ça en interne, donc on a développé un outil pour faire nous-mêmes ces analyses de cycle de vie et pour pouvoir aller vite. Donc on a des experts en interne qui sont formés et qui font eux-mêmes cette revue critique entre les uns et les autres pour la validation de la qualité de ce qui est fait. Et donc, avec ces bases de données, ces méthodes de calcul et ces hypothèses que l'on met, on est capable d'en sortir des profils environnementaux de nos produits avant même leur production, sur la base de dessins ou sur la base de tout le travail qu'on fait en amont. Et voilà ce que ça peut donner. Par exemple, on va avoir pour chacune des phases du cycle de vie où est l'impact environnemental. Là, pour l'exemple que je vous donne, qui est un magasin, 60% de son impact vient de la partie matière première. C'est un magasin qui avait très peu d'utilisation de lumière, qui était installé dans une zone où l'électricité est très renouvelable, donc peu d'utilisation en phase d'usage. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on va aller creuser et on va se dire, dans ce premier impact, les matières premières, qu'est-ce qui est le plus intéressant à améliorer? Et donc là, on va typiquement regarder par exemple la répartition en poids de ce magasin et la répartition de l'impact. Et c'est là qu'on commence à voir des choses intéressantes. Par exemple, toute la partie bleutée que vous voyez, qui représente quasiment les 2/3 du poids, c'est lié à des bois, du MDF, du contreplaqué. Mais en fait, ça représente que 1/3 de l'impact environnemental. Alors que si vous regardez la partie métal, vous voyez que ça prend les 2/3. Bref, tout ça pour dire que c'est une des manières de montrer, mais on en a plein d'autres qui nous permettent de voir où sont les impacts environnementaux. Et d'un type de produit à un autre, c'est jamais la même réponse, c'est jamais la même histoire, donc il faut vraiment aller sur ces sujets-là pour bien comprendre. Mais l'analyse de cycle de vie ne nous donne qu'une image et non pas des idées d'éco-design. Donc il faut aller plus loin pour faire de l'éco-design. Et donc la manière dont on fait, c'est qu'on s'est donné des checklists tout au long du cycle de vie qui nous permettent aussi d'aller vite et d'avoir les bons réflexes là-dedans. Par exemple, on va réfléchir dès la phase d'innovation, parce que c'est là que se fait 80% de l'impact, enfin que se décide 80% de l'impact d'un produit. Dès la phase d'innovation, on essaye d'intégrer ces aspects-là. Par exemple, en réfléchissant à la manière dont le produit sera utilisé. On va réfléchir à simplifier le produit, à l'alléger pour gagner du poids et n'être que sur les parties vraiment structurellement nécessaires. On va bien sûr réfléchir aussi aux matériaux, on va être force de proposition pour nos clients, pour proposer des matériaux innovants. Mais il faut bien garder en tête que les matériaux c'est pas toujours des matériaux hyper innovants qui vont changer la donne. Déjà, des matériaux recyclés sont une très bonne source, étant donné qu'ils ont la moitié d'impact par rapport à des matériaux vierges. Et dans beaucoup de cas, en fait, c'est souvent la phase d'usage et d'électricité, comme vous avez vu dans mon bilan carbone global, qui est prépondérante. Et donc, dans ce cas, il vaut mieux se concentrer sur les éléments de lumière, les écrans, etc. Bref, donc, à nouveau, on est capable, avec nos analyses de cycle de vie, de dire tel matériau ou telle solution permet d'avoir un gain environnemental. Donc, on est capable de montrer aux clients, de mesurer, voilà, en faisant ça, vous allez gagner 20% d'impact environnemental. Donc, on est beaucoup plus précis que si on disait, ah ça c'est green, quoi. Voilà. Donc, c'est très important pour nous d'être sur cette donnée quantifiée.
Je dis deux mots de la phase fin de vie, parce qu'on a vu qu'elle était importante. Elle représente environ 9% de l'impact environnemental. Alors, bien évidemment, quand on fait de l'éco-design, on a dans notre checklist de faire des produits qui vont être dissociables, démontables, recyclables. Par exemple, là, c'est une gondole qui est recyclable, valorisable à 98%, parce qu'elle est complètement démontable. Mais si, en fin de vie, en fait, cette gondole n'est pas recyclée, eh ben, on a tout perdu. Enfin, on a perdu une grande partie de l'intérêt du truc. Donc, c'est pour ça qu'on propose à nos clients de leur rendre ce service, d'aller récupérer les produits en magasin et de les récupérer, de les démanteler dans des ateliers protégés, des choses comme ça. Et on a pour objectif d'avoir vraiment un service opérationnel dans chacun des pays dans lesquels on a de présence industrielle. Aujourd'hui, c'est vraiment une réalité aux États-Unis, en France, en Angleterre. Là, c'est une photo de l'arrière de notre usine en Angleterre où on démantèle directement, ce qui nous permet de réutiliser certains éléments et d'envoyer les autres en valorisation. Un mot pour finir sur le fait que toute cette approche en fait est complexe, elle met du temps à être mise en place et elle doit être adaptée à chacun des clients, chacun des produits. Et donc, on propose des formations via notre entité qui s'appelle Retail 3D, qui sont des formations vraiment adaptées à l'éco-conception dans le monde du retail. Donc, si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler aussi. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Jean, on ne vous entend pas. bon. Est-ce que vous avez du coup beaucoup plus de clients aujourd'hui qui vous demandent des analyses de cycle de vie détaillées et qui vont jusqu'au bout de vos propositions d'éco-conception? Oui. Oui, le choix est toujours chez le client, c'est à lui de décider. Mais je crois qu'aujourd'hui, autant il y a 3 ans ou 4 ans, quand on a commencé à faire des analyses de cycle de vie, on prêchait parfois un petit peu dans le désert. Là, les marques sont vraiment complètement avec des vrais objectifs environnementaux et ont compris qu'il y a nécessité de faire des choses vraiment, entre guillemets, sérieuses. Donc, on travaille énormément avec chacune des marques et parfois, comme sur des magasins complets qui sont assez complexes et donc qui apportent, où cette approche ACV apporte beaucoup. Il y a aujourd'hui différentes méthodes, différentes façons de faire, mais je crois que c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Ouais. Mathieu, je suis désolé, je n'arrivais pas à rebrancher mon micro. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant et qu'on reviendra certainement avec vous tout à l'heure parce que le temps tourne et qu'on est en retard. Mais on le savait, Clémence, n'est-ce pas, qu'on allait être en retard, parce que c'est très intéressant tout ce que vous dites, que ce qu'avait dit l'intervenant précédent, Nicolas, et vous-même. Moi, j'avais juste une toute petite question, mais ça va nous permettre d'enchaîner, je pense, avec Yves Rocher. Vous parlez beaucoup d'impact environnemental et on le sait, avec un petit jeu de mots, on sait que votre travail, c'est aussi l'impact sur le consommateur dans le rayon. Comment on marie l'impact environnemental et l'impact auprès du consommateur? Est-ce que vous mettez en avant ou est-ce que les marques vous demandent de mettre en avant sur la PLV cette recherche de l'impact, de minimiser l'impact environnemental? Alors, il y a des marques qui se posent la question, en effet, et je crois qu'il y a un questionnaire, enfin, il y a une étude qui est en train d'être lancée en ce moment par l'Institut du commerce autour de ce sujet-là, mais il y en a d'autres qui se posent même plus la question, en fait, c'est complètement intégré, et aujourd'hui, une PLV éco-conçue ressemble totalement à une PLV non éco-conçue. En fait, ce qu'elle fait de bien se voit à l'intérieur et ne se voit pas à l'extérieur. On arrive à avoir les mêmes standards de qualité, à servir, bien évidemment, nos clients ne veulent pas déroger sur la partie qualitative de ce qu'ils proposent, mais on réussit quand même à avoir des baisses d'impact de 40-50% d'impact calculé, bien évidemment, en faisant cet éco-design.
Et l'étape suivante, comme j'en touchais un mot, c'est vraiment d'avoir une vraie économie circulaire. Et je pense que les interventions suivantes vont en parler, donc ça va être parfait. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement mis en œuvre et on pousse, mais il va falloir vraiment que tout le monde travaille ensemble pour réussir à y arriver.